Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 mai 2021. Alors ce soir, j'ai bien failli vous dire, je passais à deux doigts de vous dire, ça va être une vidéo très très courte, car je n'ai rien à vous dire. Et puis, je me suis rappelé ce matin, j'ai posté sur ma page Facebook ceci. Le facsimilé de la prose du Transsibérien et de la Petite Johanne de France, de Blaise Cendrars, illustré par Sonia Delaunay, paru en 1913, tiré à 150 exemplaires, et qui vaut aujourd'hui un des 150 exemplaires, et semble-t-il, il y en aurait encore 80 disséminés ici et là dans le monde, de par le monde, et eh bien, ceci, c'est un facsimilé publié il y a près d'une vingtaine d'années par l'Université Yale. Un tirage de 1000 exemplaires, dont 200 hors commerce et les 800 autres destinés au commerce en général. Et j'ai acheté, il y a donc, lors de sa parution, au Musée d'art de Montréal, euh, un de ces facsimilés qui valait écoutez, peut-être une quarantaine de dollars. Aujourd'hui, le facsimilé vaut environ 1500 dollars. Alors, c'est, c'est, c'est étonnant que dans le... C'est pas un livre, c'est un facsimilé. C'est étonnant qu'on puisse acheter un objet et de voir sa valeur décuplée, plus que décuplée, sa valeur multipliée euh, à peine une ou deux décennies plus tard. C'est le cas des premières éditions américaines, qu'on peut trouver une première édition américaine de McCarthy ou DeLillo. Eh bien, on peut les acheter lors de leur parution pour 25 dollars et les garder sous leur emballage plastique, ne pas y toucher. Et 10 ans plus tard, ces premières éditions-là peuvent valoir 3 000 à 4 000 dollars. Alors, vous doutez bien que ce marché de la première édition aux États-Unis est vraiment, vraiment très, très, très fort. Ici au Québec, malheureusement, c'est pas le cas. Tandis que chez les Français, par exemple, la première édition, c'est les grands papiers. Et généralement, ça dépasse pas 25-30 exemplaires. Et les grands papiers, pour les bibliophiles, c'est ce qu'ils recherchent. Alors, une première édition d'un auteur comme Le Clésio, par exemple, ça a une certaine valeur. Mais un Le Clésio sur grand papier, alors, c'est autre chose. Alors, ici, en Amérique du Nord et au Québec, le marché de la première édition, eh ben, n'existe tout simplement pas. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Ah, pour toutes sortes de raisons, là, on va pas développer là-dessus ce soir. Alors, je vous le montre, et après, je vais enchaîner sur ce qu'on dit de la rencontre Sonia Delaunay et Blaise Cendrars. Et je vais vous montrer le facsimilé. Alors, vous voyez comment ça se présente. Je vais reculer pour que vous le voyez bien. Alors, il y a ici, on trouve un livret d'explication. Alors oui, c'est en 2008. Ça fait pas 20 ans, ça fait 13 ans à peine. Alors, on nous explique en anglais ce qu'est la prose du transsibérien.
Et voilà, ça se déplie comme ça. Voilà, je vous le montre. Je recule, on ne m'entend plus, mais... Et ça se déplie comme ça. Alors vous voyez, évidemment, vous voyez pas grand-chose. Et je ne pourrais pas vous montrer ça dans un grand angle. Je le replie. Blaise dit, sommes-nous bien loin de Montmartre? Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis 16 jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri du Sacré-Cœur, contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continues, la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent, et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleui. Le train palpite au cœur des horizons plombés, et ton chagrin ricane. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Alors donc, oui, le tirage d'un des... Parce qu'il y a eu les tirages il y a eu les tirages pour les collaborateurs, il y a eu... Alors c'est un des 120 exemplaires qui s'est adjugé chez Christie's il y a quelques années pour environ 300 000 dollars. J'ai eu l'opportunité de voir un de ces originaux à la Tate Gallery à Londres il y a une bonne trentaine d'années. Et ça a été un grand moment d'émotion parce que, quoique je n'ai pas ouvert un livre de Sandrard depuis quelques décennies, c'est ça, être un vieux lecteur. Comme je dis souvent à mes jeunes amis, j'ai, j'ai des vieilles lectures dans le corps, là. Mais Sandrard a occupé une place énorme dans ma psyché. Et qu'il ait été affabulateur, mythomane, n'importe. Il nous a fait voyager, il nous a fait rêver. Il nous a montré qu'au fond, ce qui était le plus important, c'était la dimension onirique de l'existence. Alors, je vous lis ce que Sophie Chauveau en dit dans ceci, Sonia Delaunay, La vie magnifique. Oui, mais Blaise. Alors, ce qu'elle dit, c'est que, bon, amoureux des langues et des livres, Blaise et Sonia se comprennent loin du français, seuls à se parler en russe, en anglais, en allemand. Cela les isole de Robert Delaunay, qui fait profession de ne jamais lire un livre et de ne parler qu'en français. La complicité de Sonia et Blaise est stupéfiante. Peintre et poète créent une association inédite. Ils inventent un simultanisme qui n'avait pas encore lieu, non illustratif. Ils vont créer un livre où, tous deux ensemble, ils choisiront chaque caractère, chaque forme, chaque couleur, ce qui modifiera les mots et leur disposition. Je m'inspire du texte pour une harmonie de couleurs qui se déroule parallèlement en poème. Les lettres d'impression furent choisies par nous deux de différents types et grandeurs, chose révolutionnaire à l'époque. Le fond du texte est coloré pour s'harmoniser avec l'illustration. Je compose un bulletin exécuté aussi au pochoir où fond
et l'être s'harmonisent en contraste simultané. Apollinaire et Sandrard ont compris ce que je voulais faire. Pendant que Robert parle à Sandrard, Sonia enregistre le chuchotis du poète. J'écoutais, j'enregistrais, je voyais, je créais en pensant au poème. Sandrard forge sa prose du transsibérien de la petite Jeanne de France, dans une telle symbiose avec Sonia qu'on peut parler d'une écriture-peinture à deux voix, deux pinceaux. Il rédige en mars 1913. Pendant qu'instantanément, simultanément, Sonia entrelace ses formes et ses couleurs et varie les fonds où s'inscrivent ses vers irréguliers. Apollinaire, qui prophétise la poésie verticale, est exaucé, juste avant le grand carnage. Le pressentant peut-être, ces cosmopolites rêvent d'abolir toutes les frontières pour occuper la planète et agrandir le monde. Ils désirent être partout chez eux. Pourtant, quelques fêlures déjà comme des dissonances rôdent dans la prose. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un accordéon qu'une main sadique tourmente. Et de là que naît l'idée de l'accordéon, d'un long tableau vertical à plier et déplier. Le poème tableau rêvé à voix basse et russe, un peu inspiré par le jeune Chagall, qui vient d'arriver à Paris, plein de rêves yiddish flottant dans les nuages de sa tête, mais aussi par Rimbaud, par la couleur des voyelles qu'exploite Sonia à sa façon. Habité, habitué, l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble texte et peinture, tout concourt à une lecture double, démultipliée. Le poème est aussi une louange au train qui les ont tous deux transportés aux deux sens du terme et réunis au point que Sonia peut le reprendre dans son conte. C'est-il seulement Blaise Sandrard qu'élevée par des francophiles idolâtres, la petite Sonia s'est rêvée en Jeanne d'Arc du Septentrion? Le lui a-t-il confié? Sonia aussi ressent de grandes vagues en son cœur. Blaise et elle passent du russe au français sans oublier l'anglais. Ils voyagent immobiles en tête à tête. Ils se comprennent d'origine. Il se produit sûrement quelque chose entre eux, quelque chose de très fort, qui n'a sans doute rien d'érotique. Robert est toujours dans les parages, toujours explosif, et toujours le grand amour de la dame russe. Mais Blaise comme Sonia sont troublés par ce qu'ils inventent ensemble. Chacun est épris ailleurs. C'est dans le train symbolique du transsibérien que ça se passe. Ce poème et son illustration symbiotique constituent un phénomène unique au monde et témoignent à tout le moins qu'il s'est passé quelque chose d'intense entre eux. En avril 1913, l'œuvre est achevée. Reste à la reproduire. Sonia en recopie quelques exemplaires à la main. Les autres partiront à l'imprimerie quand il y aura des sous. Ces 445 vers irréguliers s'impriment sur fond de couleurs changeantes, accompagnés de formes déclinées en cercles, brisures, angles aigus, que Sonia conjugue tout au long de cet accordéon composé de 4 feuilles collées bout à bout, dépliées, il atteint 2 mètres de hauteur. Mauvais accueil. Ce livre est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre bibliophilique que fort peu de privilégiés ont la chance de posséder. Faute d'amateurs, il n'a jamais atteint la hauteur de la Tour Eiffel. Ouais, parce que les 150 exemplaires mis bout à bout devaient atteindre la hauteur de la Tour Eiffel. On le voit dans quelques musées, très recherché, il atteint des prix faramineux. Quand le livre sort enfin en octobre 1913, il est abondamment commenté par la presse du monde entier, sauf à Paris,
dominé par le parisianisme le plus superficiel. Même Apollinaire, surtout Apollinaire, fait silence sur ce magnifique essai d'œuvre simultané. Jaloux, l'Apollinaire n'y viendra qu'un an plus tard. Trop tard. Croit-on qu'il a traîné exprès avant d'écrire le 13 juin 1914? Blaise Cendrars et Madame Delaunay-Terque ont fait une première tentative de simultanéité écrite ou contraste de couleurs. Habituer l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble d'un poème, comme un chef d'orchestre lit d'un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d'un seul coup les éléments plastiques imprimés d'une affiche. Le Paris Journal d'André Salmon se tait aussi de longs mois, et quand il parle du livre, c'est pour le traiter de plagiat métèque. Cendrars est suisse. Quant à Madame Delaunay-Terque, on sait. Ceci est le résultat d'une cabale fomentée par Barzun, celui qui se prétend seul inventeur du simultané. Tout est bon pour lancer une querelle simultaniste. Puisque le mouvement commence à prendre, profitons-en. Sonia n'est pas contente. Elle écrit et même reproduit dans son autobiographie: « Ce qui survit pour moi, c'est que Cendrars a écrit sur son œuvre, mortelle, blessée d'amour, enceinte. Lequel note dans le même temps: je ne suis pas poète, je suis libertin. Je n'ai aucune méthode de travail. J'ai un sexe. Je suis par trop sensible. Je ne sais pas parler objectivement de moi-même. Tout être vivant est une physiologie. Et si je l'écris, c'est peut-être par besoin, par hygiène, comme on mange, comme on respire, comme on chante. C'est peut-être par instinct, peut-être par spiritualité. Les animaux ont tant de manies. C'est peut-être aussi pour m'entraîner, pour m'exciter à vivre mieux, tant et plus. La littérature fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose à part. Je n'écris pas par métier. Vivre n'est pas un métier. Il n'y a donc pas d'artiste. Les organismes vivants ne travaillent pas. Et Sonia de conclure: tel était notre commun état d'esprit. Alors, c'est tiré de ce livre. Alors, je vais vous montrer un dernier livre. Alors ça, ce que je vous ai montré, la prose du Transsibérien de la petite Jeanne de France, eh bien, oui, ça fait partie, j'aimerais bien posséder un des 150 exemplaires. Assurément, si j'étais doté d'une très très grande fortune, sans doute j'en aurais déjà un. Parce que la question de la bibliophilie euh, poussée à ses extrêmes, eh ben, c'est une question d'argent, tout simplement. Ce n'est plus une question de connaissance ni d'un savoir apprécier. Hein. C'est, nous sommes quelques-uns à être en mesure d'apprécier les beaux objets bibliophiliques. Évidemment, c'est un parce que c'est un des plus beaux livres d'artistes jamais composés. Et ça correspond en tout point à la perfection de ce que c'est qu'un livre d'art, c'est-à-dire une rencontre réelle entre un écrivain, un poète et un peintre, un plasticien, si vous voulez. Et les deux travaillent de concert. Les deux mettent ensemble une énergie commune, mettent ensemble des idées, et c'est une fusion. Alors, en tant qu'amateur, quand Picasso, par exemple, illustre Ovide, je ne dirais pas que ça signifie rien, mais Picasso cannibalise Ovide. Il n'y a pas de rencontre. Mais Picasso, il cannibalisait tout. Hein.
Mais Picasso a fait de très beaux livres avec des artistes, mais l'exemple que je donne, c'est Picasso qui me vient en tête, mais le vrai summum, là, la vraie quintessence d'un livre d'art, c'est quand il y a une vraie rencontre euh, d'esprit à esprit. Bon, si vous avez compris que les deux ils ont communiqué, ils ont communié par l'esprit. Il n'y a pas eu d'idylle, il n'y a pas eu d'idylle amoureuse. Peut-être a-t-il eu une sorte de tension érotique, comme il peut arriver parfois entre deux êtres qui possèdent autant de sensibilité partagée. Mais, mais pour faire un beau livre d'art, là, il faut que les deux artistes soient de concert, de connivence et de plein pied dans une réalisation commune. Je ne vois pas d'adaptation, pas de reprise. Il faut vraiment que ce soit ça. Et ça, évidemment, on peut difficilement aller plus loin. Je vais vous montrer un autre livre qui a un enchaînement. Bon, vous savez qui était le maître à penser, le maître à vivre également de Blaise Cendrars. C'était Rémy de Gourmont. Et le livre préféré de Blaise Cendrars, c'est celui-ci, Le Latin mystique de Rémy de Gourmont. Et ce que je vous montre, c'est la première édition. Non pas un tirage de tête, mais c'est la première édition du Latin mystique. Alors ce soir, peut-être je n'avais pas grand-chose à vous dire, mais assurément, j'ai de fort belles choses à vous montrer. Alors je vous le montre, vous voyez. Un livre hyper important, et c'est de ça dont je vais vous parler demain soir. Je vais vous parler du latin mystique. C'est un livre que dans ma lointaine jeunesse, j'ai cherché, je l'ai cherché partout, le latin mystique. Sandrard a occupé mon esprit de l'âge de peut-être 17 ans jusqu'à 20, 21, 22 ans. Et j'ai tout lu, Sandrard. Bon, en fait, j'ai presque tout lu, Sandrard. Parce que dans les 20, 25 dernières années, on a publié des correspondances qui étaient inédites en mon jeune temps, comme celle de Sandrard Miller, qui étaient deux esprits frères, ça, sans aucun doute. Et le latin mystique, je l'ai cherché pendant des années, partout, 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 partout. J'ai fini par trouver une édition, force de recherche, et en ce temps-là, lointain, avant l'Internet, euh, la quête du livre était comparable à la quête du Graal. Il fallait y mettre de l'énergie, il fallait y mettre de la persévérance et un brin de foi aussi. Et mes attentes ont fini par être récompensées. Et donc, je l'ai lu avec, ne sachant pas le latin, il a fallu que je me contente des explications et des traductions qu'en donne Rémy de Gourmont. Et Rémy de Gourmont, vous savez, le jour où il raconte ça dans La main coupée, le jour où Rémy de Gourmont est décédé, et Blaise Cendrars a reçu un projectile ou un obus, je ne me souviens pas, mais sa main s'est envolée, sa main a été arrachée, sa main s'est envolée, et elle est restée longtemps, la main agrippée à une branche, le jour même où son maître décédait. Pour Sandrard, c'était, si ma mémoire est bonne toujours, c'était une sorte de, de tribut qu'il payait à la mémoire de son maître. Et une façon aussi pour lui d'aller
non seulement de payer une dette symbolique, mais une manière pour lui aussi de participer à son trépas. Alors, une manière pour lui de communier dans la mort de son cher maître. Alors demain, je vais vous parler de ça. Et l'exemplaire, ceci, bon, j'ai une autre petite curiosité de cet exemplaire, c'est qu'il a appartenu à Roger Maillet. Vous voyez, on a son autographe ici. Et Roger Maillet, qui était le fondateur du journal Le Petit Journal, justement, et qui était un des membres des Casoars, ce groupe d'artistes qui se réunissaient dans le vieux Montréal autour entre deux guerres. Et un groupe d'artistes qui se réunissait sous le nom de l'Arche, des artistes de l'Arche. Il y avait des peintres, il y avait des musiciens, il y avait Holgate, il y avait René de Chopin, vidéo parfaitement improvisée. Je m'appuie sur mon fond mémoriel qui est plein de trous. Ben oui, j'ai une mémoire. Une mémoire. Bon. Alors demain, alors ce soir, n'ayant rien donc à vous dire, je vous ai quand même montré des merveilles. C'est une pure merveille, ce poème affiche, ce poème peinture, qui a révolutionné le rapport au livre. Et j'ai été content de vous lire le passage de la biographie de Sophie Chauveau, Sonia Delaunay, La vie magnifique. La vie magnifique. Et puis demain, je vais vous parler de Rémi Gourmand. Et puis, on va rester dans le... Est-ce que vous connaissiez, hein, là, je suis sûr que mes amis européens ne peuvent pas savoir ça, et puis peut-être mes amis québécois, ça va être compliqué. Euh, le livre préféré du poète Denis Vanier. Le livre préféré du poète Denis Vanier. Ça a un lien avec Blaise Cendrars. Ça a un lien très évident avec Blaise Cendrars. Et peut-être que les chercheurs qui vont travailler sur l'œuvre de Vanier, qui ne manqueront pas, là, je sais qu'il y a un doctorat, il y a un doctorat qui a été fait par un poète sur Denis Vanier, et on est en train de le rendre publiable, ce doctorat-là. On le déthèse, voilà, c'est comme ça qu'on dit ça. On le rend accessible pour un lectorat plus vaste, moins tatillon ou moins sourcilleux. Alors à demain pour le latin mystique. Alors je vais vous en dire quelques mots. Peut-être que je vous en lirai quelques passages. Alors c'est tout pour ce soir. J'entreprends mon 5e mois consécutif, n'est-ce pas? Mais on croit comprendre que le couvre-feu sera levé sans doute à la fin du mois de mai, si tout se déroule bien. Ça semble être le cas pour l'instant. Alors je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.